Donc, vous savez que le collectif Roosevelt s'est mis en place, donc on a créé le collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel et chez Stéphane Hessel en février 2012. En gros, on avait tous envie que la gauche gagne, mais on pensait tous que le programme du PS n'était vraiment pas à la hauteur et que si on en restait aux mesures qui étaient dans le programme du PS, on allait dans le mur. Et donc on s'est mis d'accord sur 15 solutions. Pourquoi 15 solutions? C'est parce que quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Le pays est sinistré, il y a des millions de chômeurs, la plupart des Américains pensent qu'il n'y a plus aucune solution. Et Roosevelt arrive à recréer une dynamique alors qu'il est plus tout jeune, qu'il est paralysé. Roosevelt parle à l'intelligence des gens. Chaque semaine, au lieu de prendre les citoyens pour des couillons, on a reçu cette semaine un livre qui s'appelle Causerie au coin du feu, où on voit que chaque semaine, il commence « Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et voilà la réforme des banques que cette semaine, j'ai demandé au Congrès d'approuver. Mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et voilà la réforme des marchés agricoles que cette semaine, je vais demander au Congrès d'approuver. Mes amis, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc c'est une façon de parler à l'intelligence des gens, et pas juste avoir leur vote une fois tous les 5 ans. C'est être libre par rapport au lobby financier. C'est un peu de modestie qui fait que 2 ans après, il dit il y a des trucs qui n'ont pas marché, on va faire un deuxième New Deal. Mais les 15 mesures que Roosevelt fait passer dans les 3 premiers mois, la séparation des banques, ça change la dynamique. Et au moment où l'Europe va tomber dans la barbarie, en 1933, c'est quand même en Europe, alors que la crise était moins grave en Europe, mais l'Europe tombe dans la barbarie parce que ses élites ne sont pas à la hauteur, et Roosevelt sauve l'essentiel. C'est pas un magicien, il faudra un deuxième New Deal 2 ans plus tard, et s'il n'y avait pas eu l'entrée en guerre, il aurait fallu sans doute un 3e New Deal, mais ce qu'a fait Roosevelt en 1933, en 1944, avec Philadelphie, ça montre qu'une action politique est possible, ça montre qu'on peut, qu'il n'y a pas de fatalité. Donc on s'est mis d'accord, comme Roosevelt avait fait passer 15 réformes, on s'est mis d'accord, on ne prétend pas régler tous les problèmes, mais on s'est mis d'accord sur 15 réformes. Alors, les plus urgentes, éviter l'asphyxie. Quand on voit là que dans le projet de budget pour l'année prochaine en France, il y a encore 10 milliards d'augmentation des impôts sur les citoyens, est-ce que c'est encore aux citoyens de payer? Est-ce qu'il faut continuer des politiques d'austérité? Ou quand on voit que la part des salaires a diminué de 10% du PIB, est-ce qu'on se dit qu'il n'y a peut-être pas d'autres moyens d'aller vers l'équilibre? Ok, il faut aller vers l'équilibre des finances publiques, mais tu t'aides pas à chaque fois aux salariés et au peuple de payer. Donc des solutions concrètes pour sortir de l'austérité. Premièrement, c'est financer autrement la dette publique. C'est un article qu'on a fait avec Michel Rocard il y a 18 mois dans Le Monde et qui était 2 jours plus tard dans Le País, dans Le Monde, traduit en grec, en italien. C'est impressionnant de voir comment... Ça, c'est quelque chose qui rend optimiste aussi, c'est de voir comment tous les peuples cherchent des solutions. Cet article, on l'a sorti le 3 janvier dans Le Monde, et dans les 10 jours qui ont suivi, il était traduit par des citoyens dans tous les pays d'Europe. Il y a 40 000 personnes en Grèce qui l'ont mis sur Facebook, on ne comprenait rien, à part Rocard, Larouturou, tout le reste était du grec, on ne comprenait rien. Mais on voit que si... Non, mais c'est pour vous dire que si on arrive à clarifier le débat en France, on est quand même plus de 100 000, puis on a des grands groupes de Roosevelt en Belgique, en Espagne, au Portugal. Mais si on arrive à clarifier le débat et à faire bouger les politiques en France, il peut y avoir un effet de contagion très très rapide. Tous les peuples d'Europe cherchent des solutions. Et si nous, on arrive à avoir des succès, les autres, avec leur culture, avec leur tradition, mettront en place sans doute des idées proches. Donc première idée, dénoncer le scandale, de voir que pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards sur la table, 1200 milliards au taux de 0,01% aux États-Unis. 0,01, c'est gratos. Que pour sauver les banques en Europe, on a mis 1000 milliards sur la table au taux de 1%, moins que l'inflation, donc c'est gratos. Et tant mieux, sans doute il fallait le faire. Hein. On ne dit pas qu'il fallait laisser s'effondrer le système bancaire. Mais pourquoi pour les banques on peut trouver 1000 milliards sans aucun contrôle et gratos? Et pourquoi quand les pays comme l'Espagne ou l'Italie ont besoin de 20 milliards pour leurs universités ou pour les retraites, on leur demande des taux d'intérêt à 6% et avec des scènes de contrôle monstrueux? Donc, et concrètement, même en France, même si la France a des taux moins monstrueux que l'Italie ou l'Espagne, l'année prochaine, on va payer 47 milliards de frais financiers. Est-ce qu'on a besoin de payer 47 milliards de frais financiers et du coup d'augmenter l'impôt? Est-ce que c'est juste d'augmenter l'impôt sur les citoyens? Et est-ce que c'est bon économiquement si on veut qu'il y ait un minimum de reprise? Donc on montre, sans changer les traités, qu'on pourrait financer la dette publique à 1%. On a inventé un truc un peu astucieux, parce que vous savez que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à la France ou à l'Italie, mais ce qu'on dit, c'est que la Banque centrale peut prêter à la Banque européenne d'investissement, et 1 heure après, ou le lendemain, la Banque européenne d'investissement prête à la France ou à l'Italie 1%. Et pour que ce soit acceptable par les dirigeants allemands, on dit que ça n'est pas de la fuite en avant, c'est pour aller vers l'équilibre des finances publiques qu'on veut baisser les frais financiers, et que donc c'est pour la vieille dette.
Donc, OK pour dire qu'il faut se responsabiliser, qu'il faut diminuer nos déficits, mais pour la dette qui vient d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on traîne ça comme un boulet, ça ne responsabilise pas les gouvernements d'imposer des taux d'intérêt monstrueux sur les trucs qui traînent là depuis 5 ans ou 10 ans. Donc, pour la vieille dette, ce qui est 80% du problème, on peut se financer à 1%. Et parmi les gens qui ont créé le collectif Roosevelt en Belgique, on a les 2 syndicats, on est très heureux parce qu'en Belgique, il y a les 2 grands syndicats qui sont membres fondateurs de Roosevelt, mais il y a aussi Philippe Maystadt, qui a été pendant 11 ans le patron de la Banque européenne d'investissement. Donc, il va se connaître un peu, c'est lui qui a été le patron de la Banque européenne d'investissement pendant 11 ans, et il dit, OK, on peut financer la dette publique sans changer les traités, donc dès le mois prochain, ce serait une vraie bouffée d'oxygène pour tous nos pays. Deuxième chose à faire en urgence, c'est séparer vraiment les banques de dépôt et les banques d'affaires. J'étais en débat avec Bernard Cazeneuve et avec Karine Berger il y a 3 semaines à La Rochelle, il n'avait aucun argument. La loi qu'on a fait sur les banques en France est nulle. Il y a un petit progrès sur la transparence vis-à-vis des paradis fiscaux, il y a un petit progrès, mais sur la question de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, la loi est complètement nulle, et ce qui se prépare en Allemagne ou en Angleterre au niveau européen sera beaucoup plus punchy. Je vous rappelle le problème, les banques de dépôt, c'est les banques normales, là où vous et moi on a nos économies, ou notre salaire, ou notre retraite, et les banques d'affaires, c'est celles qui spéculent sur les marchés, qui inventent des produits dérivés. Voilà. Et quand elles sont ensemble, si elles sont dans la même structure, ben les banques d'affaires profitent de vos dépôts, utilisent vos dépôts pour spéculer. Quand elles gagnent 10 milliards, c'est 10 milliards pour les traders et pour les actionnaires. Et si elles perdent 10 milliards, elles vont venir voir le gouvernement en disant « Attention, on a perdu 10 milliards, vous ne pouvez pas nous laisser faire faillite, donc vous devez nous aider. » Donc en gros, elles ont une garantie publique, les gens qui spéculent ont une garantie publique, quoi qu'ils fassent. Alors que nous, on trouve tout à fait normal que les banques de dépôt, là où vous et moi on a nos économies, il y ait une garantie publique, mais par contre, les gens qui spéculent sur les marchés financiers, on ne voit pas pourquoi ils ont la garantie de l'État. Quand vous créez une boulangerie, quand vous créez une librairie, quand vous créez une entreprise qui fabrique des chaussures, vous n'avez pas la garantie de l'État. Donc au nom de quoi il y aurait la garantie de l'État, la garantie publique, pour les gens qui spéculent sur les marchés financiers. Donc il faut séparer, il faut faire une séparation totale. Même en Angleterre, le ministre des Finances, qui est pourtant quelqu'un de droite, a dit qu'il faut une paroi étanche, une paroi électrifiée, il a dit, entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, tandis qu'en France, on ne l'a pas fait du tout. Donc ça pose un énorme problème éthique, moral, mais ça peut poser un énorme problème économique. Parce que l'argument des banquiers, c'est « vous inquiétez pas, on est trop gros pour tomber ». Et ce qui est très dangereux et très sale, on l'a mis dans une filiale. Et donc vous inquiétez pas, il ne pourra rien se passer. Le problème, c'est que ces arguments ne tiennent pas la route. Le numéro 1 mondial de l'assurance, j'ai dit ça l'autre jour devant Cazeneuve, il n'avait rien à répondre, le numéro 1 mondial de l'assurance, AIG, est tombé, et Obama a dû mettre 180 milliards sur la table pour éviter l'effondrement des États-Unis par contagion. 180 milliards payés par Obama. Et pourquoi est-ce que AIG est tombé? C'est parce que sa filiale anglaise est tombée. Et pourquoi la filiale anglaise est tombée? C'est parce que la filiale française, c'était juste 10 salariés, rue Bassano, pas très loin d'ici à Paris, 10 personnes avec 20 ordinateurs, et je pense que le patron d'AIG ne savait même pas qu'il avait une micro-filiale à Paris, rue Bassano, mais les erreurs, pour être poli, les risques monstrueux accumulés par ces 10 personnes, les conneries qu'ils ont faites, les pertes qu'ils ont accumulées, ont été suffisants pour faire tomber la filiale anglaise, et quelques jours plus tard, pour faire tomber le numéro 1 mondial. Donc il a suffi de 10 personnes dans un appartement à 1 km d'ici pour faire tomber le numéro 1 mondial de l'assurance, et Obama a dû mettre 180 milliards sur la table. Qu'est-ce qui se passerait si François Hollande devait trouver 180 milliards parce qu'une grande banque fait défaut? Je vous rappelle comment on a du mal pour trouver 8 milliards pour Chypre il y a quelques semaines, il y a quelques mois, tout le monde se demandait si la zone euro allait exploser parce qu'il fallait trouver 8 milliards. Donc l'argument des banquiers, on est trop gros pour tomber, le numéro 1 mondial de l'assurance est tombé, donc il faudrait qu'ils en tiennent compte. Créer une vraie taxe, comment sortir de l'asphyxie aussi, c'est créer une vraie taxe sur les transactions financières. Et là, l'an dernier, on était optimiste, parce que l'an dernier, pour une fois, l'Europe avait avancé. Il y avait 11 pays, vous vous souvenez peut-être, qui avaient décidé de faire une coopération renforcée. Et même de façon assez étonnante et de façon assez positive, Angela Merkel était à la manœuvre. C'est Angela Merkel qui avait dit oui, il y a la marque, ce soit toujours les peuples qui payent, il faudrait mettre une taxe à chaque fois que quelqu'un va sur un marché financier ou qu'il achète des actions, des obligations, on prend 0,1%. Et donc il y a 11 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe, la taxe Tobin. Et même Angela Merkel est allée à Londres pour dire aux Anglais, vous avez un droit de veto, mais vous ne l'utilisez pas. Merkel est allée à Londres pour dire, vous vous écrasez sur votre droit de veto. Donc il y a un an, on était plutôt optimiste, on s'est dit, ben, peut-être qu'enfin, il y en a qui militent depuis 20 ans pour la taxe Tobin, mais peut-être qu'enfin, on va avoir une taxe Tobin.
Et là, on se rend compte qu'il y a des lobbies bancaires qui vont à donf, et on se rend compte que les autorités françaises ne sont pas parmi les plus punchy pour faire passer cette taxe sur les transactions financières. Il y a 3 semaines, il y a eu un rapport, officiellement la Commission européenne est favorable, mais en même temps, des gens de la Commission européenne ont fait sortir un rapport pour dire qu'une taxe Tobin serait illégale. La France n'a rien répondu, et c'est Schäuble, le ministre d'Angela Merkel, qui a dit non, ça n'est pas illégal, on continue le projet. Donc c'est paradoxal de voir qu'un homme de droite en Allemagne dit il faut mettre en place une taxe Tobin, et de voir que le gouvernement français ne répond pas vraiment là-dessus, or ça pourrait rapporter chaque année 100 milliards. C'est quand même pas mal s'il y a une cagnotte au niveau européen qui est alimentée chaque année, parce qu'à chaque fois on prendrait 0,1%, c'est pas la mort. Hein. Chaque fois que quelqu'un irait sur les marchés financiers, on lui prend 0,1, c'est tout petit, mais au fur et à mesure, ça alimente une cagnotte. Et donc la prochaine fois qu'il faudra trouver 30 milliards pour aider un pays ou pour aider des banques, au lieu de demander au peuple de payer l'addition, on pourra dire qu'il y a une cagnotte qui est gérée par le Parlement européen. Ce serait quand même un progrès de montrer que l'Europe est utile dans ce domaine. Et c'est quand même triste de voir que le gouvernement français n'est pas à la manœuvre là-dessus. Troisième proposition, boycotter pour de vrai les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Donc on a obtenu, avec plein d'autres associations, d'autres experts et puis des députés qui étaient convaincus, il y a quand même eu un progrès dans la loi sur les banques, c'est qu'on demande aux banques d'être transparentes sur toutes leurs filiales, donc il y a quand même eu un progrès. Mais maintenant, on voudrait que toutes les entreprises, y compris industrielles, y compris de services, soient transparentes pour dire partout où elles ont des filiales, quel est leur chiffre d'affaires dans ces pays, quelle est leur masse salariale, combien elles payent d'impôts, qu'elles soient complètement transparentes, et derrière, qu'il y ait un boycott, qu'il n'y ait plus aucun marché public, c'est tout à fait possible, sans attendre un accord du G20, pour dire qu'en France, le code des marchés publics est modifié, pour dire qu'il n'y a plus aucune commande publique pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Elles utilisent notre système d'éducation, elles sont contentes d'avoir des salariés bien qualifiés, elles utilisent notre système de santé, notre système de transport, mais au moment où il faut payer elles répondent à des appels d'offres, mais au moment où il faut payer les impôts, c'est pas de chance, la valeur ajoutée est partie dans un autre pays. Voilà. Donc il faut arrêter les blagues, ça n'est pas drôle du tout quand on voit le besoin d'argent pour la santé, pour les retraites, pour l'éducation. Si elles ne jouent pas le jeu, elles n'auront pas droit au marché public. Comment sortir de l'asphyxie aussi? C'est lutter contre le dumping fiscal européen. Vous voyez cette courbe? Autant il y a des courbes qui sont un peu compliquées à commenter, autant celle-ci elle est très claire. C'est l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en zone euro depuis 1995. C'est les chiffres officiels. Donc vous voyez, quand on parle du dumping fiscal européen, c'est quand même très clair. Il y a quelques mois, j'étais invité sur Arte pour l'émission 28 minutes, et ils ont décalé l'enregistrement pour refaire la courbe, tellement elle leur paraissait saisissante. Pour ceux qui auraient du mal à voir les chiffres, on était à 37%, le taux d'impôt moyen était à 37%, il est tombé à 25%. Depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays se disent, si je veux garder mes entreprises, l'Irlande a baissé son taux d'impôt à 12%, et donc toutes les entreprises se disent, tous les pays se disent, il faut que je baisse mon impôt, sinon les entreprises iront voir chez le voisin. Quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, il a eu le même problème, c'est le Texas qui baissait son impôt pour attirer les entreprises, puis c'est la Floride qui baissait son impôt, puis c'est l'Arkansas qui baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal et elles ont profité joyeusement. Et quand la crise de 29 éclate, les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent pour aider les chômeurs, il n'y a plus d'argent pour lancer des travaux utiles, et donc Roosevelt prend la parole un jour et dit « Mes amis, on ne peut pas continuer comme ça, cette semaine, je vais demander au Congrès de créer un impôt fédéral. Et que vous soyez au Texas ou en Floride, les entreprises payeront 40% de leurs bénéfices. » Et c'est toujours le cas. Ça, Ronald Reagan ne l'a pas fait, les actionnaires étaient furieux, donc il y a eu un mois de combat assez vif à l'époque. Maintenant, tout le monde pense que Roosevelt était un petit grand-père sympa et consensuel, mais il y avait des combats très vifs. On a retrouvé, grâce au petit-fils de Roosevelt, Curtis Roosevelt est parmi les fondateurs du collectif, on a retrouvé une bande-son où Roosevelt, au bout de 4 ans, est en période électorale pour être réélu, et donc il parle devant 1000 ou 2000 personnes dans un grand meeting, et il dit « Les banquiers me détestent. Jamais ils n'ont détesté quelqu'un comme ils me détestent. Il vous explique que j'ai ruiné les États-Unis. Il vous explique que je mange des banquiers tous les matins avec mes toasts grillés. » Roosevelt dit « Ils me détestent, eh bien j'accepte leur haine. » Et le peuple applaudit. Et en fait, Roosevelt n'avait aucune haine contre les personnes de banquiers. Il pensait qu'il fallait juste mettre les banquiers à leur place et dire qu'il y avait des limites à leur goinfrerie. Et donc c'est pareil, quand il crée un impôt sur les bénéfices, les actionnaires grognent, mais finalement, il met en place un impôt et c'est 40%. Qu'on soit au Texas ou en Floride, on prend 40% des bénéfices. C'est Washington qui prélève et puis qui renvoie vers la Floride ou vers le Texas, l'essentiel en fonction de leur population.
En Europe, nous, ce qu'on propose, c'est que vous voyez, donc, du coup, aujourd'hui, c'est quand même assez troublant de voir qu'en Europe, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices est à 25%, alors qu'aux États-Unis, il est à 40%. On croyait que c'était eux les libéraux et nous les affreux étatistes, mais il y a 15 points de différence. Donc, aucun pays tout seul ne peut augmenter son impôt de 15 points, mais rien ne nous empêche de créer un impôt européen, non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les bénéfices ou un impôt sur les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices qui partent vers les marchés financiers. Et si on crée un impôt européen sur les dividendes, ça permettrait de financer le budget européen, la politique agricole, les fonds structurels. Donc, vous voyez, tout ce qui est fait au niveau européen serait financé par un impôt européen sur les dividendes. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que c'est financé la politique agricole ou les fonds structurels? C'est comme il n'y a pas de ressources propres au niveau européen, c'est la France, chaque année, qui envoie des sous, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne, c'est l'Italie. Cette année, nous, on va envoyer 21 milliards pour nourrir le budget européen. Tandis que si, l'autre jour à l'Élysée, ils étaient OK pour dire que c'est faisable en 6 mois ou en 1 an, ça fait 1 an qu'ils disent qu'ils sont OK, mais ça ne bouge pas, mais ils disent OK, ça prend 6 mois à négocier, puis 1 an pour le mettre en place pour de vrai. Mais si on avait un impôt européen sur les dividendes, la France économiserait chaque année 21 milliards. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette idée, c'est tout à fait faisable, personne n'est hostile, sauf les actionnaires sans doute, mais personne politiquement n'est hostile, et ça veut dire qu'immédiatement, la France serait dans le clou des 3%, on n'aurait aucun problème pour respecter nos engagements budgétaires. Stopper l'hémorragie, une fois qu'on a calmé le jeu en matière financière, c'est aussi éviter les licenciements. Quand vous voyez qu'en Allemagne, la récession en 2009 a été 2 fois plus grave que chez nous, mais que le chômage a augmenté 6 fois moins vite, vous voyez les chiffres, c'est quand même impressionnant. Ceux qui vous disent que le chômage, on n'y peut rien, forcément, s'il y a une croissance zéro ou s'il y a une récession, c'est évident que le chômage doit augmenter. Eh bien non, ça n'est pas évident. En Allemagne, les partenaires sociaux se sont réveillés, les syndicats ont dit, il faut... Donc en Allemagne, soyons clairs, il y a 2 choses très très différentes. En 2004, il y a eu Hartz IV, qui est synonyme de précarité. Il ne faut surtout pas confondre les 2 périodes. En 2004, c'est Schröder qui est au pouvoir, et l'idée est de baisser le coût du travail et de flexibiliser ou précariser le marché du travail. Ça, c'est 2004 et Schröder. Par contre, en 2008-2009, les syndicats se réveillent, qui n'avaient pas été très actifs en 2004, les syndicats se réveillent et disent on ne peut pas laisser des milliers de gens tomber au chômage, il faut agir. Et donc, au lieu de licencier les gens, la règle, c'est on garde tous les salariés. La règle fondamentale dans l'entreprise, c'est on garde tous les salariés, on baisse le temps de travail, on baisse le salaire s'il faut rester compétitif, et l'État maintient 95 ou 98% du revenu. Donc faisons bien la différence entre ce qui a été fait en 2004, qui est vraiment un recul social, et ce qui a été fait en 2009-2010, qui est un progrès. On évite que les gens tombent au chômage, et on maintient 95 ou 98% de leur salaire. Donc au total, ce qu'on appelle le Kurzarbeit, ça a été 1,5 million de salariés, 1,5 million salariés, qui ont baissé de 31% de leur temps de travail. Moyennant quoi, même avec une récession 2 fois plus grave que chez nous, le chômage augmente 6 fois moins vite. J'accélère sur comment éviter les licenciements. C'est aussi éviter les délocalisations. Quand vous voyez la Chine, l'évolution des coûts salariaux en Chine, vous voyez que la Chine, jusqu'à être admise à l'OMC, les dirigeants chinois voulaient absolument rentrer à l'OMC. Donc ils ont tout fait pour être admis à l'OMC, ils ont augmenté leur salaire, plus vite que le reste du monde, et ils ont signé toutes les conventions sociales qu'on leur demandait. La Chine a signé 22 grandes conventions internationales à l'OIT. Officiellement, personne ne travaille plus de 8 heures par jour en Chine. Personne ne travaille, ceux qui rigolent, vous vous trompez, ils ont signé la convention. La semaine de 44 heures, ils ont signé le droit à un salaire décent, ils ont signé le droit à un logement décent, ils ont signé plus de conventions que l'Angleterre ou les États-Unis. Et puis, ils ont été admis, il y a eu le grand discours de Clinton, l'adhésion officielle c'est un peu plus tard, mais il y a eu le discours de Clinton qui dit « Ok, la Chine peut rentrer à l'OMC ». Et à partir de ce moment-là, ils ne respectent plus aucune règle sociale, aucune règle environnementale, et ils baissent leur salaire. Voilà. Donc c'est un problème d'abord pour des millions de Chinois qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage, et puis c'est un problème pour notre industrie. Parce que quand la Chine augmentait ses salaires et qu'elle faisait des trucs bas de gamme en plastique moulé, il n'y avait aucun problème. Mais si la Chine maintenant dit qu'elle veut concurrencer le TGV ou qu'elle veut être capable de faire des avions long courrier pour concurrencer Airbus et qu'ils continuent à baisser leur salaire, dans 10 ans, si on ne réagit pas, notre industrie est très mal en point, complètement foutue. Or là, la bonne nouvelle, c'est que l'Europe est le premier client de la Chine. On a une capacité de réaction.
L'Europe est le premier client de la Chine. On oublie parfois, à force de se flageller, de voir tous nos défauts, on est la première puissance économique mondiale. On est un nain politique, avec notre organisation démocratique nulle en Europe, on est un nain politique, mais nous sommes le premier client de la Chine. Et donc on a une capacité de négociation. La Chine, la bulle immobilière est en train de péter, donc il y a un gros ralentissement, donc ils ont absolument besoin qu'on continue à leur acheter leurs produits. Donc l'Europe pourrait dire à la Chine, ce qu'on demande, nous, c'est que l'Europe lance une vraie négociation, qu'on arrête les blagues, qu'on arrête... Pour le moment, ce qui se passe, c'est le président français va en Chine et il espère apporter 2 contrats pour Bouygues et Areva. La chancelière allemande va en Chine et espère apporter 3 contrats pour ses industriels. Donc du coup, on continue en fait à laisser la Chine continuer son dumping. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, c'est plutôt au niveau européen qu'on est le bon niveau pour négocier. Et il faut dire à la Chine, vous aviez signé ces conventions sociales, sinon vous ne seriez pas rentré à l'OMC. Donc on ne vous prend pas par derrière, on ne vous prend pas par surprise, vous aviez signé ces conventions sociales, maintenant on vous donne 3 ans ou 4 ans pour respecter la règle sur les salaires, les règles sur le temps de travail, les règles en matière environnementale. Et si dans 3 ans ou dans 4 ans vous ne respectez pas ces règles, l'Europe taxera les produits. L'Europe taxera les produits qui arrivent de Chine et le fruit de la taxe sera l'impôt pour les salariés chinois. C'est de l'argent qui est dû aux salariés chinois et aux retraités chinois. Donc on n'est pas dans une logique de conflit peuple contre peuple, on est dans une logique du fait qu'ils ont droit à la justice sociale comme nous. Le problème n'est pas le made in France, le problème est le made in social. Il faut que dans tous nos pays, en Europe, il est temps qu'il y ait un salaire minimum en Allemagne, il est temps, donc l'objectif n'est pas en tant que tel uniquement de produire français, mais l'objectif est qu'il y ait des règles sociales et des règles environnementales dans tous les pays d'Europe et dans le commerce mondial. Je vous rappelle que ça a marché pendant 30 ans, donc ce n'est pas une vision d'esprit. Pour lutter contre les délocalisations, il faut aussi agir au niveau européen. En 2003, on avait rédigé un traité de convergence sociale. On avait été reçu par Romano Prodi. Vous voyez là, pardon, la photo n'est pas bonne, mais il y a Elio Di Rupo, qui est maintenant le Premier ministre belge. Il y avait des gens de 5 pays, l'ancien ministre des Finances luxembourgeois. Et on avait rédigé un traité de convergence sociale en disant, dans le traité de Maastricht, il y a 5 critères en matière monétaire et financière. Et on a été capable d'y arriver, c'est quand même assez génial. On a tué l'inflation, on a fait une monnaie unique, c'est quand même considérable. On avait une ambition et on y est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même ambition en matière sociale? Et donc on avait rédigé un traité de convergence sociale. On avait aussi bien Jacques Delors que José Bové qui nous soutenaient. Et Romano Prodi avait demandé que Giscard nous reçoive, qu'il mette le traité social dans la Constitution européenne. Ce que Giscard n'avait évidemment pas voulu. Mais comme vous savez qu'il y a des nouveaux traités qui sont en discussion, François Hollande a dit qu'il était OK pour que d'ici 2 ans, dans sa dernière grande conférence de presse, François Hollande a dit d'ici 2 ans, il faut effectivement, avec quelques pays, sans doute pas à 25, mais avec 8 ou 9 pays, il faut qu'on relance l'Europe, une Europe plus démocratique et plus sociale. Il serait temps, pour de vrai, qu'on mette en place un traité de convergence sociale. On est en train, avec les syndicats belges et les syndicats européens, de voir comment on peut faire pression là-dessus. Comment créer massivement des emplois? Donc là, on a vu comment éviter l'austérité, comment éviter la récession, comment éviter les licenciements et les délocalisations, et maintenant, de façon plus positive, comment créer des emplois.